Je vais vous parler de choses que vous connaissez beaucoup, tous, notamment de QGIS et de Therion, et ce qui n'est pas aussi simple que ce qu'on imagine, de rentrer du Therion dans QGIS et avoir quelque chose qui ressemble à ce qu'on a dans Therion. Donc la problématique pour moi, ça fait quelques années que je fais de la topo. J'ai fait longtemps de la topo sur la pierre avec Compass et AutoCAD. Et je suis passé à QGIS pour avoir un outil pour travailler sur les grands systèmes à différentes échelles, pouvoir les partager, les diffuser simplement, et aller au-delà du dessin, avoir quelque chose de géographiquement calé. Alors, sur des systèmes comme ça, les PDF, ça fait des trucs lourds. Là, dès qu'on met un fond, voilà, c'est difficile. Donc, sur certains écrans, on voit plus les détails. Enfin, l'idée, quand je suis passé à QGIS, c'était d'avoir un outil adapté. Voilà tout ce que je vais vous dire. Alors pourquoi QGIS? Ça fait une petite dizaine d'années maintenant quand je travaille avec QGIS. C'est essentiellement parce que c'est un outil qui est fait pour ça. C'est un outil de cartographie très utilisé dans la science, dans le monde de l'industrie et des collectivités. Voilà, c'est gratuit, c'est open source, c'est très bien documenté sur Internet, dans plein de langues. Donc, avec ChatGPT, maintenant, vous posez une question, vous avez une réponse qui marche 9 fois sur 10, on va dire. C'est très riche en format de choses qu'on peut rentrer dedans ou qu'on peut exporter. Ça produit, voilà. Alors, je l'ai dit, c'est un outil qui est fait pour ça. C'est assez ancien. Ça fait depuis 2002 si ça existe. Et après, pourquoi... Alors, c'est très riche en possibilités. On peut mettre du raster, donc du vectoriel. Du raster, c'est des images. 4 grands types, les points, les lignes, les surfaces. Enfin, globalement, ça fonctionne un peu comme Therion. Et surtout, avec chaque objet qui est géoréférencé, on a un certain nombre de champs de données qui sont riches et qui permettent après d'être traités et d'afficher l'altitude, le nom de la topo, du topographe, du machin, enfin un peu, c'est très riche. Pourquoi Therion? Alors ici tout le monde connaît à peu près Therion, j'imagine. De nom. Alors, sur l'ARCIP, on n'y est pas encore complètement passé sur Therion. En tout cas, on n'a pas migré toute notre topo qui fait un peu plus de 300 km parce que c'est un boulot important. Mais aujourd'hui, pourquoi Therion? Parce que c'est quand même très adapté au grand réseau et au travail en équipe. C'est divisé par fichier, par machin, on peut travailler chacun de son côté, donc c'est vraiment très pratique pour ça. C'est open source, il y a une grande communauté, Les données qu'on met dedans, ça on s'est beaucoup intéressé avec les copains, c'est ouvert, c'est-à-dire que c'est des fichiers texte, globalement. C'est un gage de pérennité. Initialement, on travaille avec Compass sur l'ARCIP, qui remplit en partie qui remplit pas la notion d'open source, mais qui remplit le format de données connu depuis longtemps et largement, américain, mais largement, et qui permet de travailler en équipe avec chacun son trou, son fichier, sa zone, et après compiler. Ça répond à cette question. Par contre, ça ne gère pas le dessin. Voilà. Les données sont structurées par partie, par machin, et ça, pas beaucoup de logiciels le font, et ça, c'est quand même un vrai apport de Therion pour travailler en équipe. Travailler sur des morceaux de réseau, des machins, des systèmes qui sont grands. Ça gère le dessin. Peu de logiciels gèrent le dessin. Voilà.
c'est ancien, ça évolue, ça marche sur à peu près tout. Donc Therion, c'est un bon produit. Par contre, pour produire et rentrer des données dans le QGIS, c'est pas tout automatique. Donc le format d'échange qui est produit par Therion, c'est le shapefile. Je vous ai mis le code là pour le sortir. Mais quand vous le rentrez, ça donne un truc comme ça, quoi. Hein. Quand bêtement vous ouvrez un fichier Therion, donc ça ne ressemble pas encore complètement à une topo. Il y a des points, des surfaces, des traits, mais voilà. C'est normalement au bon endroit, sauf si vous êtes au fin fond de la Patagonie, machin, mais Therion et QGIS sont suffisamment riches pour avoir à peu près autant de systèmes de coordonnées que vous voulez. Mais en UTM, ça arrive à peu près au bon endroit. Et voilà. Ça ne ressemble pas encore complètement à une belle topo. Alors, on a fait avec Xavier sur le CRIU un travail pour essayer d'automatiser ce process. Il y a une partie qui n'est pas encore automatisée, c'est que Therion, parfois, dans les fichiers qu'il génère de ce shapefile, fait un certain nombre d'erreurs topologiques, comme ça, des petits nœuds, que les algorithmes de traitement de QGIS ne savent pas traiter. Donc ça traité à la main. Ça s'appelle des auto-intersections. C'est pour l'instant pas automatisé, c'est à traiter à la main. C'est juste à modifier le dessin, hein, parce que là, c'est dans le scrap correspondant, il y a un point qui se balade et qui fait un nœud et machin. Et ça, quand on demande les outils de découpe et tout ça avec dans QGIS, et tout. Si tu supprimes toutes les erreurs de compilation, si tu sors un LOX par exemple, tu regardes, tu les warnings. Si tu supprimes tout ça, c'est pas les mêmes. C'est pas forcément les mêmes. Ils ne sont pas forcément les mêmes. Généralement, quand même, les erreurs, il y a trois grands types d'erreurs. Il y a deux grands types d'erreurs. Il y a ces auto-intersections. Généralement, ces auto-intersections, c'est quand on a fait une erreur dans le dessin, c'est comme on l'a tiré sur un point et qu'on a pu faire un tour par exemple sur une même, ou sinon qu'on a troisième degré de parois. Ça, des fois, c'est parce que la tirette, elle est trop longue et du coup, quand on compile, soit on ne voit pas forcément sur l'expérience, quand on compile, avec la déformation du dessin avec le squelette, ça va venir se chevaucher. Le deuxième type d'erreur très classique, c'est que lorsqu'on a des piliers, c'est quand on a un pilier, donc il y a un mur, une paroi qu'on a au milieu d'une galerie et qu'on n'a pas défini comme étant au milieu de la galerie avec l'option outline in. Et là, à ce moment-là, ça génère aussi un log si tu veux éviter le machine. Pas forcément. Mais par contre, QGIS. QGIS, il t'envoie chier. Tu ne sais pas forcément où c'est, donc il faut les trouver dans QGIS. Et les corriger dans Therion, comme ça, ça évite à chaque fois de refaire le même truc. Parce que c'est rigolo, mais. Voilà, après, il n'y en a pas forcément beaucoup. Ça peut réapparaître quand une boucle a un peu bougé, un scrap qui se déforme trop, et il va faire ce genre de truc. Voilà, donc ça reste manuel. Et sachant que dans QGIS, il y a une fonction qui est identification des erreurs. Et clairement, si vous zoomez à un endroit où l'erreur a été identifiée, ça vous dit quel est le point problématique sur le bord de votre topographie et ça vous dit quel type d'erreur c'est. Donc après, c'est quand même plus facile pour retrouver dans le dessin de l'expérience et le corriger. Là, je vous ai mis les outils là, c'est réparer les géométries et vérifier la géométrie. Mais là, il vous liste machin, il vous met des petits points là. Voilà. Si on n'a pas de 50, normalement, c'est relativement vite corrigé. Après, le plus chiant, dans un gros réseau, c'est retrouver le TH2 en question, quoi. Il faut remonter et retrouver sur la topo où c'est. D'où bien commenter et bien organiser sa topo et bien réfléchir à... Donc, un peu de correction manuelle.
Après, il faut découper parce que votre topo au début, elle ressemble à. C'est la même chose que ce qu'il y a dans l'interface de l'extérieur, là, ce que vous avez dessiné, hein, les surfaces dépassent, les traits dépassent. Donc il faut utiliser soit un script que Xavier nous a écrit qui découpe tout ça automatiquement, soit un outil manuel dans QGIS de découpe, et ça ressemble tout doucement un peu plus à ce qu'il y a. On va ressembler à une topo un peu plus doucement. Sachant que s'il y a une erreur de topologie quelque part, ça, justement, c'est cet outil-là qui peut. Cet outil-là, c'est les mêmes outils, sauf que là, il est dans un Python et là, il est manuel. Quand il y a un nœud comme ça, il n'arrive pas à découper. Ça, c'est lié au fait que, par exemple, on dessine une zone, on est censé dessiner la zone au-delà de la mur, puisque derrière, on ne considère pas que ce qui est intramuros. Globalement, quand on dessine ces PDF, son algorithme ne plante pas, alors que l'algorithme de QGIS, il plante. Voilà. Donc voilà. Après, on a fait un certain nombre d'autres scripts pour enrichir, automatiser et pas à chaque fois, à chaque version. Voilà, notamment un script qui rajoute les champs d'altitude, qui rajoute voilà, un autre script qu'on utilise beaucoup qui nous permet de faire une carte de lettrage avec les développements à jour. Voilà, c'est les topos qui sont là-bas pour mettre automatiquement à chaque version, là, tant de kilomètres, tant de machin, tant de trucs, telle profondeur. Ça, ça évite de le faire à la main, c'est automatique. Ça, les besoins, c'est adapté en fonction de chacun. Bon, notre topo, elle ne ressemble pas encore complètement voilà, mais ça avance vite. Parce que dans QGIS, on peut, de la même manière que dans Illustrator, appliquer des bibliothèques de symboles et de logos, qu'il suffit de copier et de coller, enfin voilà, de prendre une autre topo et de coller, et automatiquement on se retrouve avec une topo, des logos, des lettrages qui sont tels qu'on les a dessinés dans Xterion. Et voilà. Une des grosses possibilités de QGIS, c'est un des accords qui est fondamental, c'est la gestion des échelles. C'est-à-dire qu'une topo sur un grand système, vous avez votre vue générale là, mais là vous n'avez pas besoin des galeries, des machins, enfin des lettrages, sinon c'est trop chargé. Donc on peut programmer un certain nombre d'effets de zoom pour pouvoir, quand on grandit, avoir les blocs, les puits, les machins, tout ce qui est dedans, et puis quand on grandit encore, le nom des stations, les splays, les machins, et se retrouver parfaitement. Ça, tu l'écris où? Ça, sur chaque. C'est tout dans le QGIS, ça. C'est tout dans le. Toutes ces informations-là, elles sont dans l'attribut des différents points, des différents types, des schémas. Voilà, sur chaque couche, sur chaque symbole, sur chaque machin, on peut mettre des règles d'affichage en fonction de l'échelle. Un point, là par exemple, ça c'est les points d'interrogation. Donc là on ne le voit pas, mais souvent à l'échelle, sur les topos, c'est les continuations de. Donc on peut afficher à une échelle juste le point d'interrogation, puis quand il grossit, à une autre échelle, le code qu'on a mis derrière, galerie de à part la suite. Voilà. Et tu saurais différencier un texte affiché en taille M ou en taille L? Globalement, en très grande partie de ce qu'on met dans QGIS, à quelques détails près, j'en parlerai, on les retrouve, donc on peut faire des règles qui ressemblent. Okay. Donc quand l'état des échelles d'affichage des logos, par exemple, ou les échelles des lettrages, ça, tu le retrouves très facilement, c'est dans la table qu'on a vue au début. Donc tu fais une règle qui lui dit, là je mets à telle échelle. Et tu peux définir que ça, tu l'affiches à quelle échelle, à quelle taille, à quel machin, que ça soit constant ou pas quand tu zoomes. Tu peux faire, voilà, c'est un outil de carto qui est fait pour ça.
qui est relativement simple à prendre en main. Alors, ces capacités de programmation, elles sont riches et chacun peut y avoir des attentes. Aujourd'hui, pour donner une échelle, il y a 80 types de points comme ça qui sont définis. 23 types de lignes et 13 types de surfaces. Donc c'est ce qu'il y a sur notre topo. Hein. Chaque année, on en rajoute quelques-uns. Chaque topographe, voilà, Therion, il en savait beaucoup plus. Et chacun, donc c'est à compléter. On ne peut pas considérer que ce soit un travail terminé. Par contre, c'est terminé pour ce que nous, enfin pour ceux qu'on utilise sur notre topo. Alors je ne sais pas combien il y en a dans Therion, mais il y en a beaucoup. Comme tu fais un symbole personnel, U de point quelque chose, ça se traduit comment? U de point machin. Alors le code que tu as dans Therion, là, que tu mets dans Xterion, c'est le même que tu retrouves là et que moi je les ai appelés pareil. Il faut une extension pour avoir ce symbole au QGIS. Alors pour l'instant, c'est lui qui les a fait en SVG. Et dans ce qu'on a en vue, mais voilà, on n'a pas encore le temps de le faire, c'est aussi de pouvoir le mettre à disposition. Et je pense qu'on doit pouvoir, parce que là pour l'instant tout est intégré, et ces styles-là sont tous intégrés dans le projet Therion qui est disponible, hein, que Alex a fait. Et en fait, il faut juste extraire ces styles et puis les mettre sur un GitHub ou un GitLab. Ouais, aujourd'hui, ce qu'on diffuse, on en parlera après, en ouvrant les fichiers, récupérant la couche au point de V, et puis aujourd'hui, si c'est pas divisé, c'est un fichier de style par couche. Et dans Therion, il y en a 4, il me semble. C'est vraiment facile une fois qu'on l'aura mis à disposition, c'est très facile à transposer sur n'importe quel. Oui, ça fonctionne exactement. Ouais. Pour passer une fois que c'est fait, chaque année, je rajoute les 3 ou 4 parce qu'on est toujours un peu créatif, on en rajoute, et puis copier-coller, et puis c'est parti. Là. Ouais, un coup pour les points, un coup pour les lignes, un coup pour les surfaces, et un coup pour le fond. Et puis voilà. Alors, on s'est attaché à faire les symboles UIS, qui ressemblent le plus possible. Bon, après ça, chacun voit sa patte de dessinateur. Mais ouais, ça fonctionne vraiment comme une bibliothèque de symboles. Après, dans le QGIS, on peut y mettre une multitude de fonds de cartes qui enrichissent nos topos. Les online, souvent, il y a un peu plus de travail pour les télécharger, mais ça a l'avantage de faire, des offline, c'est l'avantage de faire qu'on peut les utiliser sans réseau partout, voilà, ça c'est bien. On trouve du LIDAR, on en a parlé, on trouve beaucoup d'OpenStreetMap à télécharger, on peut rajouter voilà, ce circuit-là, c'est un RGM. Et après, on trouve beaucoup de couches sur des serveurs plus ou moins gratuits, accessibles ou payants, avec des qualités de diffusion diverses et variables, qui fonctionnent très bien depuis longtemps, c'est des RGM. L'IGN, c'est un peu le foutoir, mais on trouve les couches en accès d'IGN. Voilà, des couches online gratuites d'OpenStreetMap, ça c'est très facile à trouver. Après, des photos Google Earth ou autres, ou Bing ou IGN à mettre en fond de plan, ça aussi c'est des choses assez faciles à trouver. Google Earth, c'est pas géoréférencé ici? Si. Alors dans Google Earth, c'est des erreurs en fait de sommaire, parce qu'il y a certains pays qui ont fait exprès de faire des erreurs. Bon, voilà. Mais sinon, il y a des couches de RGM, leur WMS, c'est un peu le bordel, je trouve. Par contre, on peut télécharger les shapefiles harmonisés, donc avoir les cartes en local et légères. Alors, une des limites que je trouve au LIDAR, ça, c'est que sur un massif comme ça,
très vite à des fichiers énormes pour avoir une 3D. Il y a du travail pour avoir quelque chose d'à peu près léger et à peu près exploitable en fonction de ce qu'on veut faire. Hein. On en trouve partout dans le monde, hein. Enfin, des serveurs WMS, là c'est assez courant, on en trouve un peu partout dans le monde, en tout cas en Europe, parce que les lois européennes font que c'est forcément ouvert. Sur l'Espagne, on trouve toutes les couches. Après, suivant les endroits, sur les Suisses, on trouve plein de couches. Cartographiques, donc il y a pour enrichir derrière, il y a plein de matières. Et au fin fond du monde, OpenStreetMap, il fonctionne, donc au fin fond du monde, même chez les Russes, même chez machin, on trouve des fonds de cartes riches. On trouve du guidard, alors pas honnête comme chez nous, mais on trouve du guidard en Chine. À 30 mètres souvent. Hein. En Chine, à 30 mètres, la terre est faite. Ouais, c'est assez grossier après. Bon, ceci étant dit, arrivé là, j'étais bien embêté parce que donc, je faisais des tirages papier, mais j'éditais des PDF qui étaient assez lourds. Et j'étais assez embêté pour diffuser tout ça, le partager. Donc ça répondait pas complètement à mon besoin. Alors ça répondait à mon besoin de simplicité et de rigueur, hein, parce que c'est géographiquement propre. Par contre, côté diffusion, on était un peu embêté. Et depuis un peu moins longtemps que... Depuis quelques années, un certain nombre d'applications, dont Marginmap, se sont développées pour rendre accessibles les fichiers QGIS sur des terminaux tels que les téléphones, les tablettes, enfin, sur des terminaux de terrain. Il y a d'autres solutions. Moi, c'est la première qui est en avance, donc c'est celle que j'ai utilisée à l'époque. Les autres sont à tester, hein, mais je ne les connais pas, mais il y en a une qui s'appelle QFIN, qui me semble, doit être suisse. En fait, ça te permet de visualiser les couches que tu veux, c'est ça? C'est, je pourrais vous montrer sur mon téléphone, c'est un outil qui permet de voir le QGIS sur un téléphone. Et de l'avoir sur le terrain, à défaut d'avoir l'ordinateur. À défaut de l'avoir, et avec tous les effets de zoom, toute la richesse de ce qu'on a pu mettre dans QGIS, toute la richesse qu'on a pu avoir dans QGIS. Donc, un des avantages, c'est quand on appuie sur ce géolocalisé, ça vous amène là où vous êtes, et vous avez les réseaux qui sont dessous. En prospection, c'est super pratique parce qu'on rajoute la couche des fichiers de toutes les entrées, et en prospection, vous savez où vous êtes. C'est comme dans QGIS. Voilà. Que dire de plus? En plus, on est géolocalisé, on peut choisir les couches qu'on affiche. Parce que donc, dans QGIS, tout le monde l'a. Voilà, c'est un système de couches comme dans Illustrator. On peut définir ce qu'ils appellent des thèmes. C'est une sélection de couches que vous affichez, si vous voulez voir les entrées ou les machins. C'est la polygonale, là c'est la polygonale. Ou si vous voulez voir tout le dessin. Alors ça fonctionne en grande partie hors réseau. Alors si vous avez mis un fond de carte qui est sur le réseau, il faut le réseau. Par contre, tous les fichiers, vos topos, tout ça, machin, ça c'est téléchargé sur le téléphone. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, c'est sur votre téléphone. Et puis... Je sais pas comment s'il faut installer sur son téléphone. Ouais, j'en parle après, ouais. J'en parle après, oui, il faut installer l'application. Le fichier QGIS, qui est vraiment QGIS, qui est stocké en ligne sur leur serveur. Ouais, j'en parlais après. Ouais. Donc, globalement, pour diffuser sur Marginmap, QGIS il propose un service qui est gratuit et très vite limité dans la taille. Où c'est un serveur sur lequel on met nos fichiers, et puis après, avec l'appli, on se connecte sur ce serveur et puis on peut télécharger nos fichiers. Sauf que ce que Marginmap diffuse, le service gratuit, il est limité à pas grand chose. Par contre, leur soft est open source et diffusé. Donc on peut utiliser leur soft de serveur, c'est ce qu'on appelle avec la site, d'utiliser leur soft de serveur sur un serveur que leur site finance,
Et là, on a la place qui a son serveur, c'est-à-dire qu'on est plus embêté avec les problèmes de place. Ce serveur, là j'ai mis quelques exemples, il y en a une là, il y en a quelques-unes après, qui permet de gérer les versions, qui permet de donner des droits, voilà, de donner un code à quelqu'un et puis il a des droits, il peut que voir ou écrire ou machin. Et qui permet de télécharger les fichiers sur l'appli de Merging Graph. Donc c'est un soft qui n'est pas très compliqué, qui n'est pas très gourmand en ressources, voilà, qui permet de gérer. Alors, le Floly a cette version, chaque fois qu'on rentre un nouveau fichier, il se débrouille tout seul pour comparer s'il est à jour ou pas. Et pareil sur votre téléphone, quand vous synchronisez, il regarde tout seul sur ce qui a changé ou pas, parce que il n'y a pas tout qui change, enfin, il n'a pas à recharger, là, ça fait 300 mégas le Criou, il ne recharge pas tout à chaque fois. Voilà, donc il se démerde de vérifier sur chaque fichier les numéros de version, les machins. Donc l'appli elle est disponible sur plein de choses, même pour les utilisateurs. Pour quelqu'un qui ne voit pas QGIS, c'est un peu compliqué. Il y a une version qui tourne sur PC, et qui permet juste de voir les fichiers QGIS facilement, de zoomer, de machin, de choisir ses couches. Voilà. C'est vraiment qu'un outil de visualisation. Voilà, l'interface ressemble à ça. On va dire que c'est concentré pour l'autre sens, c'est côté serveur que ça ne tourne pas. Non, bah sur le serveur. Tout rendu, il est fait côté client dans navigateur. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça marche sur beaucoup de téléphones. Il n'y a pas beaucoup, il y a vraiment les vieux machins qui couinent quand on fait des gros zooms. Moi, sur mon vieux téléphone, ça zoome, ça fonctionne, mais quand je zoome trop, après, il me dit qu'il en a trop. Par contre, ça marche, ouais, ça marche. C'est pas très gourmand. Et ça permet, un des gros apports, c'est de pouvoir se géolocaliser. Voilà, donc là. Ça marche sous terre? Ouais, ça marche. Alors ça, tu géolocalises pas sous terre. Par contre, t'as. Ouais, GPS, évidemment. Mais par contre, pour me repérer, et surtout parce que j'ai des stations dessus. Et donc, quand je veux relier une nouvelle topo, je sais à peu près où chercher ma station. Parce qu'un PDF d'un réseau comme le Criou, sur ton téléphone, pour savoir où tu veux machin l'ouvrir, le téléphone il dit je vais te coller dans 10 minutes. Voilà, 10 minutes, autant mieux. Alors que là, sur ton téléphone, tu l'ouvres, tu machin, alors tu n'es pas géolocalisé, mais tu vas aller zoomer dans machin et ça fonctionne. Sur le même téléphone que la topo dans les deux. Voilà, et donc quand on zoome et que ces données, la topo, elle ressemble en très grande partie, on va dire à 99% à ce que vous avez dessiné. En blanc. Alors, la topo qui sort derrière, c'est en 3D, mais QGIS c'est un outil, plan. Alors, il y a des outils, je connais peu ce qui se fait en 3D, il y a des capacités en 3D, je connais peu. Et ça, c'est un outil vraiment en plan. Ouais, c'est un outil de cartographie. Voilà. Une vue sur la pierre avec un fond OpenStreetMap, ça fonctionne 100% sans réseau, quoi. Donc dans plein d'endroits c'est vachement bien, quoi. C'est vachement bien et ça va au-delà de ce qu'on a habituel du KML. Bon, moi j'aime bien rêver. Bon, globalement il y a un certain nombre des bricolages qu'on a fait au début qui sont de ce qu'on peut rappeler du domaine du bug quand même. Enfin, il y a un moment, ça c'est des choses qui sont à pousser les développeurs de Therion à y intégrer et puis faire qu'ils aient des shape files qui sortent, qui soient propres.
Aujourd'hui, on a S'il y fait. en a qui savent coder en C++, qui regardent le code sur l'éditeur Hyperion, qui propose des tests, si c'est possible. Bon, il y a 2-3 petits bugs, hein, j'en parle parce que j'aime bien Mala, mais on met les altitudes souvent en Hyperion dans les attributs de ligne et puis ça nous met les altitudes, ça passe pas parce que l'info n'est pas dans les shapefills. Les hauteurs de puits, c'est pareil, c'est l'info n'est pas dans les shapefills, donc on sait pas gérer ça. Par contre, voilà, 90% des trucs passent. Voilà. Dans les choses du futur, pour moi, il manque aussi un outil pour les couples, hein, parce que QGIS ne travaille qu'en plan. Faut diffuser notre grande coupe, la coupe. Pour les coupes, avant, avec le carré, on sort des shapefiles 3D, je crois qu'il fait déjà. Ouais. Les shapefiles de 3D sont en 3D, il y a l'altitude dedans. Ils sont en 3D? Ouais. Non, pas tous. Ah, peut-être pas tous. Ouais. Parce que tous les shapefiles ne sont pas en 3D, les shapefiles qu'on sort pour le dessin ne sont pas les shapefiles 3D, alors que les shapefiles qu'on sort avec un modèle. Ah oui, mais ça dépend de comment tu fais ton export. Oui, mais tu ne pourras pas sortir les mêmes données, tu ne pourras pas afficher la même chose en fait. Tu fais un export map ou un export. Un export. Oui, ça, si tu fais un export map, les shapefiles, mais tu ne pourras pas le faire plus. Tu pourras s'attendre à juste avoir un modèle 3D comme on peut avoir. Un des gros apports, je trouve, c'est les règles de zoom, c'est les effets de zoom qui font que, suivant quand tu grandis, machin, le truc il s'adapte à. Ah, c'est la même chose que dans un GPS de voiture après. Hein, et un outil pareil sur les couples aujourd'hui. Aujourd'hui, apparemment, il y a des nouveautés là-dessus, mais Hyperion gère pas très bien, je trouve. Savoir quel développement d'un réseau, d'une entité jonctionnée, quelle est la liste des entrées de ce réseau qui est jonctionné, voilà, c'est un sujet. Alors soit c'est moi qui m'y prends pas très bien, mais j'ai encore du mal avec ça. Il faut que tu fasses un TH avec tous les trous géométriques. Ouais, mais ça c'est manuel. Ah oui, manuellement on sait faire. Ce qu'on ne sait pas faire, c'est dire qu'est-ce que dans cette topo, quelles sont les entités jonctionnées et quel développement elles ont chacune automatiquement. Tu auras une entité globale. C'est quand tu as un gros système, petit à petit tu as des jonctions qui se font, donc il va dire que cette partie-là va jonctionner avec celle-ci, et puis c'est plus dans le même TH, et puis après à ce moment-là. Quand on fait un export en liste, alors je sais plus quelle commande, où on a toutes les surveys qui sont décrites avec leur développement, profondeur, ce qui est estimé, ce qui est appliqué. Et donc si on a fait notre travail en découpant en fait tout notre réseau en surveys qui sont imbriqués, en fait on a ces informations-là. Petite partie par petite partie, jusqu'à un coup, comme ça. Par contre, si on fait un export de plusieurs cavités en même temps, on donne un général. Ouais, c'est ça. Et aussi des qualités des unes. Ah oui, non, il sait pas, tu sais pas automatiquement rassembler ce qui est jonctionné ou pas jonctionné. Mais que ce soit jonctionné ou pas jonctionné, effectivement, tu le dois. À partir du moment où tu te demandes de faire la topo, s'il y a 24 bornes de réseau, même si tu en as 20 d'un côté et 4 de l'autre, il te dira 24. Et tu auras du mal à avoir automatiquement la liste des entrées d'un réseau. Puis ce serait bien un jour que tout ça, ça aille dans nos bases de données, Carto, Groto Center et autres, hein, qu'on aille au-delà du KML. Pardon ? Je crois qu'on est tous d'accord sur ça. On aille au-delà du KML, quoi, qui est un peu l'outil du XXe siècle. Les gens on avait le KML pour les vieilles topos de voilà. Si vous avez des questions. Moi j'ai une question parce que c'est vrai que pour moi c'est pas le même objet.
C'est tout à peu près publié sur le GitHub du Mirolda, enfin de Folie là, et puis sur le site Arsip. Est-ce que ça demande les latitudes? On les a. Si tu zoomes sur. Oui, ton choix altitude, mais pas l'altitude du Nil. Oui, en fait, oui. Ça nous manque, tu vois. Est-ce que l'utilisation de Google Maps, ça serait bien? Non, parce que sur Nagimap, en fait, si tu vas cliquer sur les objets, il y a pas sur tous les objets, il y a une bonne partie des objets sur lesquels tu as l'altitude de l'objet. Qu'on a calculé, qu'on a intégré dans le. Et puis quand tu zoomes sur la polygonale, après elle apparaît, elle te met. Et puis plus tu zoomes, plus il te met toute la totalité du chemin du scrap là, qui est pratique parfois. C'est vrai que c'est un peu chiant parfois aussi pour retrouver tout ton chemin d'où est ton TH. Quoi. Je suis un peu étonné qu'il y ait une phase aussi importante dans QGIS pour réussir à faire un truc qui va de Therion à Merging Maps. Alors c'est ce truc de zoom progressif. Donc ça, c'est pas forcément indispensable. La seule chose qui est vraiment indispensable, c'est quand même cool de pouvoir zoomer sur une zone. ça c'est d'avoir un PDF de 40 mégas et est-ce que je suis là-dedans? Ça, les zoomages, c'est pas natif. La seule chose qui est vraiment obligatoire, c'est de découper et puis d'appliquer des styles aux couches. En fait, je pense que, je peux me tromper, mais je pense que Therion nativement ne fait pas cette découpe des shapefiles pour garder uniquement les objets qui doivent être à l'intérieur des galeries, uniquement à l'intérieur des galeries, parce que s'il y a un problème de topologie, ce qui est relativement courant, eh bien, ça fait planter la population. Je pense que par facilité, ils ont eu décidé à un moment donné de ne pas aller là. Mais ça, c'est mon interprétation, je peux me tromper. Ce qui sort de Therion, c'est purement le TH2. Globalement. Donc ça ressemble à. C'est pas stylé comme dans. Enfin, ça ressemble à ce qu'il y a dans l'extérieur.